Donc on pourrait peut-être commencer par une question du public et puis essayer voilà, d'intégrer ça dans ces débats. Quelqu'un voudrait-il intervenir? Une question. Alors il y a un micro qui circule. Voilà, merci. Oui, bonjour. Moi, je voudrais poser une question un peu désagréable, mais le modèle économique, start-up, etc., la paillasse, maintenant, comment ça marche? Je ne veux pas pourquoi c'est une question désagréable. Bah, c'est assez trivial, quoi. Alors, c'est même une question importante de dire que on peut aujourd'hui en fait monter une aventure comme celle-ci qui soit viable économiquement. Aujourd'hui, la paillasse, d'ailleurs, en fait, on a une dizaine d'employés. C'est pour montrer que ça a bien grandi. Tout a été construit à la base sur des bénévoles. On a commencé à payer les gens il y a un peu plus d'1 an seulement. C'est une aventure qui a plus de 5 ans. Non, notre modèle économique, en fait, il est basé sur, on va dire, 4 grands piliers. Le premier, c'est que depuis les débuts, et c'est notre premier pilier fondateur, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle le réseau des biochineurs, qui nous permet en fait de récupérer massivement les équipements scientifiques gratuitement, et donc derrière en fait de fabriquer un laboratoire hyper low cost. Donc derrière, on peut proposer du coup une prestation à la location en fait pour nos résidents d'un laboratoire entièrement équipé et professionnel extrêmement peu cher. Plus de 90% en fait des équipements à la paillasse qui sont récupérés. On est obligé d'en acheter un peu en seconde main parce qu'on ne trouve pas forcément tout quand on veut. Et donc le deuxième pilier, c'est qu'il y a une économie de lieu. Donc les gens en fait quelque part vont payer en fait pour ce qu'ils utilisent en partie. Donc ça c'est normal. Qu'on peut trouver en fait dans d'autres espaces type Coworking Fab Lab. Et puis on a un troisième pilier qui est, vu qu'on est une association, on bénéficie en fait de quelques subventions. Alors c'est que de l'investissement. On a décidé de ne pas avoir de subvention de fonctionnement. C'est donc quand on fait des travaux par exemple, ou qu'on a besoin en fait d'investir dans quelques machines, justement de seconde main par exemple, là on fait appel à parfois des subventions. Voilà. Et puis le quatrième pilier, qui est de loin le plus important, c'est tous les partenariats qu'on peut passer justement avec des organisations extérieures pour développer des programmes. Donc c'est ce que j'ai montré par exemple avec Roche sur Epidemium, avec l'épidémie du cancer. Aujourd'hui, on est en train de développer en fait 2 types de partenariats. Là, on a un partenariat par exemple avec l'Institut Pasteur qu'on vient juste de lancer, et on va travailler en fait sur des programmes scientifiques ensemble. Voilà. On travaille également en fait avec d'autres institutions, y compris avec les mairies de Paris sur certains sujets. Voilà, de ce point de vue-là, c'est notre grand cœur en fait, d'activité. Vu qu'on est avant tout un laboratoire de recherche, la paillasse, avec des espaces de prototypage à l'intérieur, avec l'esprit maker qui nous habite, mais on est dédié en fait, derrière à développer en fait, une alternative durable au système académique, et donc d'explorer à la fois en fait, sur la recherche in-house, donc vraiment à l'intérieur avec des laboratoires et un accompagnement et des programmes scientifiques collaboratifs. Alors un deuxième sujet d'échange. Oui, je suis là. Alors on va essayer d'alterner un peu. Il n'y a pas une autre question? Comme on est un petit peu court en temps, en fait, on va alterner questions du public et puis thèmes qu'on aborde au niveau de l'échange. Je voudrais poser une question qui se rapproche un peu à ce dont on vient de parler. Bon, les Fab Labs, les paillasses sont des vecteurs d'innovation et de création. Bon, il y a des laboratoires, ils vont déposer des brevets et ils vont empocher des royalties sur ces brevets. Vous pouvez répéter? La question c'est s'ils dépassent, on pesait des brevets, c'est ça? Les laboratoires qui travaillent, qui vont subventionner ou qui vont aider, vont déposer des brevets sur la création des hackerspace ou des paillasses ou des Fab Labs. Il y a on a un grand pilier à la paillasse, déjà c'est l'open source. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que ces inventions, ces créations risquent d'être brevetées par des grandes sociétés, des grandes entreprises? Non, alors quand on interagit, on a une règle de base à la paillasse, c'est que lorsqu'on travaille avec la communauté, c'est complètement ouvert. Il n'y a pas de propriété intellectuelle possible. Tout est partagé. Et ça, c'est une règle extrêmement dure, inviolable, c'est inscrit dans le dur, dans le marbre. Donc lorsqu'on travaille avec Roche, par exemple, il n'y a pas le choix. S'ils veulent travailler avec nous, c'est full open. Voilà. Et c'est inscrit en fait dans le contrat, etc., que tout ce qui est produit dans le cadre en fait du programme, ça appartient au monde. Voilà. Et en termes de documentation,
Alors si je comprends bien, il y a cette question d'open source, de libre, donc en termes de documentation, pour qu'on puisse reproduire ailleurs dans le monde vos projets. Donc tu parlais justement pour Roche d'un wiki, voilà, qui permet ceci. Mais voilà, vous faites des expériences. Est-ce que les expériences sont reproductibles? Finalement, est-ce qu'on a les protocoles? Est-ce qu'on peut avoir les protocoles? Ou est-ce qu'il y a certains projets qui sont plus confidentiels? Il y a donc la règle que j'ai énoncée juste avant. Donc, si vous venez en fait à la Paillasse et que vous devenez résident et que vous utilisez le laboratoire, mais que vous travaillez entre vous, c'est-à-dire sans en fait faire appel à la communauté, en fait, nous, on ne va pas vous imposer le régime de l'open source. Parce que l'open source, ce n'est pas non plus un dogme. Il y a des choses en fait, où on n'est pas forcément prêt tout de suite à s'exposer. Je te rejoins complètement. Ouais. Et donc, il y a aujourd'hui, il faut savoir en fait, donc par exemple Pili, je vais donner un exemple hyper concret. Pili, donc un projet qui a démarré à la Paillasse. Le premier prototype en fait a été créé à la Paillasse. Aujourd'hui, c'est devenu une start-up. C'est une start-up qui en devenir un producteur, donc vraiment dans la bio-industrie, un producteur de colorants naturels. Et donc, à ce titre-là, pour faire face en fait aux investissements majeurs, et c'est énorme quand on parle de bio-industrie, doit faire face du coup à d'autres concurrents. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas en fait de modèle économique encore viable qui puisse s'appuyer entièrement sur l'open source. Malheureusement, on connaît des modèles en software et en hardware, mais dans ce qu'on appelle le wetware, voilà, pour continuer en fait le jeu de mots, eh bien, ça n'existe pas encore. On s'est beaucoup creusé la tête. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec ce qu'on avait produit à la Paillasse, on a produit des workshops, on a produit en fait des formats en fait de partage en fait de cette information. On a appris en fait à des enfants ou à des adultes de produire leur propre encre, etc. Ça, c'est le contenu qu'on avait fait à la Paillasse, qu'on a partagé en quelque sorte. Par contre, toute la partie en fait d'ailleurs vraiment bio-industrielle en fait, où on a maintenant en fait une équipe de 6 personnes, d'ingénieurs, scientifiques, etc. qui travaillent. Là, pour le coup, malheureusement, on peut plus faire ça en fait en open source. Donc, en même temps, on ne demande pas non plus à la communauté de venir en fait nous aider, parce qu'en effet, si on demande à la communauté, à partir de ce moment-là, il y a une règle simple, on ouvre. Mais en effet, il y a parfois des dilemmes, et parfois en fait, on aimerait bien trouver en fait des modèles qui fonctionnent. Et c'est vrai que la grosse partie de notre temps en fait est utilisée à la Paillasse à définir des nouveaux modèles économiques qui nous permettent justement d'explorer de nouvelles manières de faire. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. En complément, donc pour expliquer aussi notre fonctionnement ici à Toulouse, alors il y a deux volets, il y a le volet associatif et il y a le volet plus professionnel, avec une aide, un accompagnement et éventuellement une location d'espace. Donc sur la partie, alors ça c'est plutôt en développement, sur la partie associative, donc on a pris le parti pour quelques projets, parce que la place n'est pas extensible, mais d'héberger quelques projets où le porteur de projet va pouvoir travailler sur place. Et la contrepartie, en fait, c'est qu'il puisse laisser son projet le temps de son travail en exposition pour montrer voilà, ce qui est possible d'être réalisé ici. Et en effet, il y a plusieurs démarches, soit la démarche confidentielle, où la personne ne souhaite pas forcément partager le secret industriel en quelque sorte, et d'autres personnes, comme pour le papier bactérien ou les matériaux composites de champignons, donc sont plus partants, sont plus sur le volet open source. Il y a un autre thème très important que je voudrais aborder, parce qu'on se... Enfin, ce qui concerne en fait les OGM, c'est un sujet très important. Je pense que le grand public est très sensibilisé à ça. Pour parler en termes un petit peu plus scientifiques, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, intégration de gènes pour la bioluminescence. Ici, c'est pas le cas, hein, ce sont des bactéries naturelles. Pour la détection d'arsenic au Bangladesh, comme tu disais, donc la transfection, en fait, on prend un être vivant et on lui ajoute un gène qui lui est complètement étranger. Notre raisonnement ici, en fait, c'est donc on s'interdit ici de le faire, pas parce que c'est forcément mal en soi, mais je prends cette comparaison en fait avec le nucléaire. Alors ça a ses limites, hein, bien sûr, mais disons que c'est une réalité. On produit de l'énergie électrique à partir du nucléaire. Par contre, on utilise une enceinte confinée parce qu'il y a un danger par rapport à l'environnement. Et je pense ce parallèle avec le vivant et la modification du vivant. On s'interdit de le faire parce qu'au niveau de la dissémination, on n'a pas les moyens en fait, d'être confiné. Alors c'est vrai que ça se passe dans la nature, cette sélection, avec des mutants.
Et, sauf que dans la nature, en fait, il y a une pression de sélection qui fait qu'il y a une régulation. S'il y a l'émergence de variants, de mutants, c'est dans un environnement donné. Alors que si on apporte à l'environnement quelque chose qui a été modifié, mais justement qui n'est pas dans ce contexte-là, il y a une histoire de dose, il y a une histoire justement d'écosystème. Et donc, tu l'as je dit, trouve ça... c'est une histoire en fait de pouvoir contenir l'expérience. Nous, en fait, on a commencé à donc faire de la biologie synthétique il y a seulement 6 mois. Donc sur les 5 ans d'existence de la place, parce qu'avant, en fait, on n'était pas en mesure de dire que concrètement, on était capable de contenir des expériences de biologie synthétique. Là, avec l'évolution en fait des espaces et donc des laboratoires, et donc au niveau de sophistication, pardon, on est capable de le faire. Donc à partir de là, en fait, il n'y a aucune raison en fait de ne pas explorer ces technologies qui sont vraiment concrètement, pour moi, un des grands potentiels en fait de demain. Et oui, dans le cadre du BioFab aujourd'hui, comme ça pouvait être le cas en fait à l'époque, il y a quelques années à la Paillasse, oui, on s'interdisait de le faire également. Oui, mais alors, donc, bon, ça correspond finalement au white technology, donc ce mouvement en fait où le vivant, en particulier les bactéries et les levures, deviennent finalement une micro-usine pour produire des hormones, pour produire des médicaments. Donc vraiment avec des conditions drastiques. Par contre, alors il y a le projet de poudre de corne, enfin de kératine. Je trouve intéressant parce qu'il y a la production par le micro-organisme, par l'être vivant, et finalement après tu récupères l'élément qui n'est plus vivant, donc la kératine. Et donc là, on s'affranchit justement du risque de dissémination et de problèmes. Par contre, si on prend l'exemple de l'encre, enfin, à un moment donné, en fait, il y avait un projet avec, de rendre phosphorescent. Alors, il y avait un yaourt, hein, c'était pas forcément chez vous, mais non, le yaourt n'a jamais existé. Hein. Bon. Ou alors l'encre dont tu parles, donc il y a une modification du vivant, et finalement, quel va être le résidu de... Mais dans l'encre, il n'y a pas de bactéries. C'est pareil, c'est comme le principe de la kératine, c'est qu'on sécrète en fait des colorants, Oui. que nous en fait on extrait, et à la fin en fait c'est la même chose que de l'encre qu'on avait précédemment. Il n'y a aucune différence. On se donne 3 minutes juste pour finir sur ce thème. Et hélas pour les questions. Mais alors on crois qu'ils sont pas d'accord. On fait de très grands signes. Bon, alors dans ce cas-là, je crois peut-être une dernière question à ce moment-là. Non, ça va pas être possible parce qu'en fait on a un autre atelier. Ça serait bien de terminer sur une question du public quand même. Allez, 1 minute. Il est terrible. Hein. Un micro peut-être. Voilà. Je chronomètre. 1 minute, ça sonne dans 1 minute. En fait, ça serait aussi pour répondre à la question sur les OGM, parce que je trouvais que c'était complètement inacceptable alors, pour moi d'entendre juste une problème. Je suis désolé, je t'interromps. Donc c'est pour annoncer la conférence. Attends, tu peux venir, ce sera plus simple. Question. En fait, je voulais juste aussi annoncer qu'il y avait aussi un transfert horizontal dans la nature qui arrive au quotidien au niveau OGM. Donc la nature a eu le temps de faire des OGM toute seule pendant des millions d'années. Elle ne nous a pas attendu pour ça. Il n'y a pas que la mutation, il y a aussi le transfert horizontal. Okay. Donc, bon, a priori, c'est une question qui n'est pas simple. Et j'ai l'impression que les organisateurs sont un peu stressés. Donc, on va, je pense... Mais merci beaucoup. Non, pas stressé, mais un peu pris par le temps parce qu'il y a Camille Bosquet qui va vous faire une présentation de suite. Et surtout pour vous dire qu'il y a une grande conférence cet après-midi à partir de 14h30 sur toutes ces questions d'économie, sur le numérique, sur les